c'est pas simplement nous, les plongeurs, ou les scientifiques, ou les gens de la pêche. C'est le patrimoine de tout le monde. Ces requins, c'est à vous. Voilà pourquoi nous nous intéressons à eux. Alors, vous pouvez dire, des requins, il y en a partout. Pourquoi est-ce qu'ils viennent ici, en Méditerranée? Pourquoi est-ce qu'on vient en Méditerranée alors qu'on peut aller les voir en Afrique du Sud ou dans l'océan Pacifique? Parce que la Méditerranée, c'est votre mer, c'est notre mer à nous, c'est la nôtre, c'est le cœur de notre histoire, c'est la mer qui nous unit, c'est elle qui nous intéresse, c'est elle dont nous dépendons. Vous pêcheurs qui êtes tous les jours sur l'eau, vous vous rendez compte à quel point elle compte. Nous qui attendons les poissons que vous ramenez, nous nous rendons compte à quel point elle compte. Et parce qu'elle compte, je pense que vous parents, comme nous parents, nous avons envie que nos enfants aient une Méditerranée riche. C'est celle que nous aimons, c'est celle que nous voulons transmettre à nos enfants. Et quand on aime quelque chose, on se soucie de son état de santé. Et comment connaître l'état de santé de la Méditerranée ou les eaux de la côte algérienne? C'est très compliqué, il y a des tas de paramètres. Il faut analyser la température, la salinité, on voit la pollution, on regarde la pêche, tout ça est très très compliqué. Mais il y a un indice extraordinaire. C'est la présence des grands prédateurs, les requins en particulier. Pourquoi? Parce que ce sont les plus fragiles. Les requins ne peuvent vivre que si la vie est riche, que si l'écosystème est riche. Dès que l'écosystème est agressé, ce sont eux qui disparaissent les premiers. S'il n'y a plus de proie, il n'y a plus de prédateurs. Donc, de regarder les requins, de voir s'ils sont présents ou au contraire, si leur population décline, nous donne un signe, comme le thermomètre donne la température du malade, eh bien le requin nous donne le signe de l'état de santé de l'écosystème. Bon. Et pourquoi c'est important? Parce que si l'écosystème est en mauvaise santé, qui les premiers pâtissent de ça? Nous, vous. Il n'y a plus rien à pêcher. Si l'écosystème est en mauvaise santé, il n'y a plus rien à pêcher. Et nous, on n'a plus de poissons. Par conséquent, en étudiant les requins, nous saurons un petit peu, nous allons faire le bilan de l'ensemble de ce qu'il y a ici. Et malheureusement, et les discussions que nous avons eues ces 2 premiers jours, hier soir, avec des gens de la communauté de la pêche, montrent que la situation du point de vue des requins n'est pas favorable. Tous les rapports, je dis bien tous les rapports, faits ici, ou faits sur l'ensemble du bassin méditerranéen, montrent qu'aujourd'hui, la moitié des espèces de requins sont en danger critique de disparition. Danger critique de disparition, ça veut dire soit c'est aujourd'hui que nous faisons quelque chose, soit la réunion de demain n'aura aucun objet, ce sera trop tard. Et si c'est trop tard pour les requins, j'ai bien peur, comme dans bien d'autres endroits dans le monde, que ce soit trop tard pour le monde de la pêche, pour ceux qui aiment consommer du poisson. Il y a des endroits dans le monde où la situation s'est déjà produite. On a laissé partir les grands prédateurs, on a trop pêché les requins, l'écosystème s'est effondré, les pêcheurs sont au sauvage, en train de chercher du travail dans les villes. L'histoire du Canada, avec la morue, en est un exemple criant, mais il y en a bien d'autres. Alors vous allez me dire, bon, d'accord, mais les requins, ce sont des animaux dangereux. Pourquoi donc les préserver? On pourrait s'en passer. Ça peut être vrai, mais en revanche, si vous décidez de préserver le grand prédateur, celui qui est en haut de la chaîne alimentaire, celui qui dépend de l'état de santé de l'écosystème, de la bonne santé de l'écosystème, si vous lui faites une place
décidé que par endroit, il y aura des zones préservées où personne n'ira pêcher, où lui pourra trouver ses proies. Alors qui en bénéficiera? Le requin, vous allez me dire? Non, nous tous. Nous tous. Parce que ces zones préservées constitueront un capital de richesse qui va pouvoir exporter des intérêts. Parce que les poissons qui vivent dans une aire marine protégée se reproduisent bien, deviennent vieux, et les grands poissons vieux sont souvent des bons reproducteurs. Et les poissons exportent au-delà de l'aire marine protégée vers des zones qui sont exploitées, et ces zones exploitées, enrichies régulièrement par le capital de l'aire marine protégée, permettent aux pêcheurs d'avoir une ressource régulière. Et c'est ça qui fait la qualité d'une pêcherie. C'est pas d'avoir pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans des débarquements formidables, un enrichissement à court terme. C'est d'avoir une régularité sur laquelle tout le monde peut compter. Par conséquent, je reviens sur mes requins. Cela veut dire que si je décidais de préserver les grands requins dans certains endroits, par exemple des zones de reproduction, et qu'on laisse à ces endroits un espace de liberté où on ne va pas pêcher, tous les pourtours de ces zones-là seront enrichis et tout le monde y gagnera. Et puis, je dirais, c'est un petit peu nouveau. Je n'aurais peut-être pas dit la même chose il y a 20 ou 30 ans. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, partout sur notre terre à tous, où nous sommes aujourd'hui 7 milliards et demi, où demain nous serons 9 milliards et demi, la vie sauvage, et Mme Zerouki le rappelait il y a 2 minutes, est en danger. Elle est en danger. Elle risque de disparaître. Notre développement, souvent mal contrôlé, la met à mal. Il ne reste maintenant plus que la mer et l'océan où on peut encore trouver cette vie sauvage, symbolisée par les requins. Et cette vie sauvage, parce qu'elle est rare, est devenue un trésor extrêmement recherché dans tous les pays où la vie sauvage a été détruite. Il y a même des pays aujourd'hui dont l'économie, je dis bien l'ensemble de l'économie, est basée sur la préservation de la vie sauvage, qui attire des gens de partout dans le monde, parce que c'est devenu quelque chose de si important qu'on vient la découvrir très loin de chez soi. Aujourd'hui, nous les plongeurs, on va voir les requins à des milliers de kilomètres d'ici, en Afrique du Sud, en Australie, dans le Pacifique, vous allez voir. Pourquoi ne viendrions pas les voir ici, en Algérie? Vous avez une richesse. Vous avez encore une richesse que nous n'avons malheureusement plus, nous, sur la côte nord méditerranéenne. Trop pêché, trop détruit, trop inconscient, trop gourmand peut-être. On a tout ravagé. C'est compliqué, il ne reste rien. Depuis plusieurs années, avec mes camarades, nous avons essayé de les voir, ces requins, en Méditerranée. Et vous comprenez bien qu'au début, on est allé les chercher chez nous. Et malheureusement, le constat a été terrible. Plus de requins. Plus de pêche non plus. Il n'y a plus que ici, sur la rive sud, un peu en Tunisie, où nous sommes allés l'année dernière pour préparer ce travail que nous allons mettre en commun. Et peut-être ici, où visiblement il y a beaucoup à faire pour mieux connaître cette richesse, que peut-être encore nous aurons la joie, je répète la joie, peut-être l'année prochaine, quand nous aurons fait ce travail en commun, de vous dire, nous avons encore une part du trésor et nous pourrons nous appuyer sur les derniers requins de Méditerranée présents ici sur vos côtes, pour voir revenir un écosystème d'une grande richesse. Voilà pourquoi nous sommes ici pour partager avec vous maintenant un petit peu plus de l'expérience que nous avons acquise ailleurs. Nous ne connaissons pas l'association Votre Monde, Tête Côte, le prophète Hamida, et puis l'ensemble de vous-même qui êtes ici, la connaissez infiniment mieux que nous. C'est pour ça que nous sommes venus partager, écouter. En revanche, depuis maintenant une quarantaine d'années, je travaille avec
mes amis de la Calypso, du commandant Cousteau. J'ai travaillé longtemps sur Voilà. J'ai travaillé longtemps avec des amis pêcheurs qui m'ont appris ce qu'était l'océan. J'ai travaillé avec des amis pêcheurs de l'Atlantique, dont le métier était non seulement de pêcher au filet le merlu, que vous avez ici, d'autres poissons atlantiques, mais pendant une partie de l'année, les requins. C'étaient des spécialistes de la pêche aux requins. Et ce sont eux qui, lorsque j'ai fait mon doctorat, m'ont appris la mer. Et c'est pour ça que, comme vous le disiez tout à l'heure, professeur Hamida, vous-même qui êtes sur l'eau et qui nous enseignez la mer, nous vous demandons de partager vos connaissances pour que nous puissions ensemble mieux connaître ce monde que vous pratiquez, vous, au quotidien. Et donc ces amis pêcheurs ont eu une histoire qui m'a bouleversé. Pendant des dizaines d'années, je dis bien des dizaines d'années, ils ont pêché le requin. Et la pêche semblait durable. 5 bateaux qui pêchaient l'aton, ce requin qui ressemble un petit peu au requin macro, ou au requin, peu importe. Et tout allait bien dans le meilleur des mondes. 5 bateaux, des dizaines d'années, des revenus réguliers, des apports et des captures régulières. Et puis en 92, on a fermé une partie de la pêche au thon au filet maillant. 5 autres bateaux se sont rajoutés à cette pêcherie. 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas beaucoup, 5. En 4 ans, il n'y a plus de requins. Et ça a été terminé. Et les requins ne reviendront pas. Pourquoi ? Parce que contrairement aux autres poissons, qui ont une fécondité extraordinaire, un thon, ça pond des millions d'œufs. Pardon, des dizaines de milliers d'œufs. Un requin, ça n'a que quelques petits. Très peu. Même le requin bleu, qui en a beaucoup, il en a un peu comme cinquantaine. Et c'est celui qui en a le plus. Il y en a qui en ont que 1 ou 2. Ces poissons, les requins, ont souvent une maturité sexuelle tardive. Avant de se reproduire, il faut qu'ils aient parfois 10 ans, le requin blanc. 10 ans, 4,50 m avant de pouvoir se reproduire. Ils ont donc un renouvellement très lent. Ils sont très fragiles. Et à partir du moment où la situation a basculé, on a prélevé tous les grands poissons, tous les géniteurs, tous ceux qui peuvent se reproduire, tous ceux qui sont l'avenir. C'est terminé. Et c'est ce qui s'est passé avec mes amis. C'est pour ça qu'il est encore temps ici, et c'est maintenant qu'il faut agir. Alors, j'ai travaillé donc avec mes amis donc de l'Île-Dieu, ces pêcheurs. J'ai travaillé aussi un petit peu avec le commandant Cousteau sur la Calypso. On a fait des expéditions partout dans le monde. Et ce qu'il y avait d'intéressant, ce n'était pas que nous avions un grand savoir. Je n'avais pas du tout le savoir des universitaires, du professeur Hamida, de vous étudiants, de vos équipes. Non. Mais nous avons une connaissance de terrain. Nous avons plongé dans des lieux où la pêche n'était pas développée, que personne n'avait exploré. Et dans ces endroits-là, qui étaient riches, mais vous n'imaginez pas, d'une richesse incroyable. La première chose que nous voyions, c'était les requins. Et quand nous les voyions, nous étions rassurés. Nous savions que parce qu'ils tournaient là, nous allions découvrir un monde plein, formidable. Un monde qui était encore presque vierge. En revanche, quand nous sommes, surtout dans les années 90, allés dans des zones plus exploitées, où les navires de pêche sillonnaient sans relâche les eaux, point de requins. Quand nous discutions avec les pêcheurs, toujours la même phrase. Ah, si vous étiez venus il y a 10 ans ou 20 ans, nous ramassions des poissons partout. Les cales étaient pleines. Les cales étaient pleines. Mais aujourd'hui, je ne veux pas que mes enfants fassent le même métier que moi. Vous vous rendez compte de dire ça?
Je ne veux pas que mes enfants fassent le même métier que moi. Moi, j'ai envie que mes enfants fassent le même métier que moi. Moi, j'ai envie que les requins, que les baleines, que les dauphins que j'ai vus, mes enfants, vos enfants, puissent les voir. On n'a pas le droit. C'est notre devoir de transmettre ces richesses, vos richesses. Vous avez envie de transmettre votre maison, vous avez envie de transmettre vos richesses à vos enfants. Vous travaillez pour eux. Alors, pourquoi ne pas aussi penser que la mer est leur richesse et qu'il faut la transmettre? Maintenant, avec tous ces amis, et j'insiste beaucoup là-dessus parce que on ne fait rien tout seul, on fait tout en commun. Voilà, je vais souvent, écoutez-moi, un mot important. Je dis souvent je, ça n'a pas de sens. Je, ça veut dire nous, parce qu'on est toujours en plongée en équipe, parce qu'on découvre le monde en équipe, parce que ça n'a d'intérêt que parce qu'on le fait ensemble, et parce qu'après on le partage. Donc, avec tous ces amis, on a sillonné le monde, on a vu ce monde qui changeait, et on s'est dit, il va falloir que nous allions dire à quel point le monde sauvage est une richesse qu'il ne faut pas perdre. Mais comment on ne peut pas parler du monde sauvage? C'est compliqué. Alors quel monde sauvage, je voulais dire? On a essayé de dire, on va prendre un symbole. Et le symbole de ce monde sauvage, libre, indompté, qui nous échappe, qui est plein de rêves aussi, qui est juste à la dimension de ce que nous pouvons imaginer. Eh bien le symbole, c'est le requin blanc. C'est celui dont je vais vous parler. Et c'est celui-là que nous avons décidé d'essayer de montrer dans sa véritable identité à chacun d'entre vous pour vous en montrer toutes les richesses. Le requin blanc, on vous le présente comme ça, stupide. Voilà l'image qu'on lui donne. Nous avons voulu lui donner sa vraie image. Pourquoi on le présente comme ça? Parce qu'on ne le connaît pas. Parce que des gens, formidables d'ailleurs, qui n'avaient jamais vu un requin, jamais. Un romancier qui s'appelait Peter Benchley, un réalisateur, Spielberg, ont dépeint leurs fantasmes, on fait un film formidable, c'est formidable de faire un film comme ça. Les films de fantômes, c'est formidable, mais on croit pas aux fantômes. Alors que le problème du film Les Dents de la Mer, c'est que répété des dizaines de fois jusqu'à la nausée, sont devenus des vérités scientifiques. C'est-à-dire qu'on est passé du stade du film merveilleux qui méritait tous les Oscars, bravo, au stade quasiment de la vérité scientifique. Et les premières fois, je m'en souviens d'ailleurs, c'est terrible ça, les premières fois où avec mes camarades, nous avons dit, eh bien, nous allons aller rencontrer le grand requin blanc, symbole de cette vie sauvage, symbole de tous les requins, le plus redouté de tous. On a dit on allait le voir sans cage. Je vous le donne en mille. Ce sont les scientifiques qui ont dit, surtout n'y allez pas, vous allez vous faire manger. Vous allez vous faire manger. Mais sur quelle expérience de terrain vous appuyez-vous? Êtes-vous allé les voir? Ah non, parce que si on va les voir, on va les manger, on va être mangé. Alors si vous ne savez pas, pourquoi parlez-vous? Donc, nous avons décidé de rompre les tabous, d'aller au-delà de ce qui se faisait. Parce que jusque dans les années 90, la fin des années 90, les années 2000 même, voilà comment on allait voir le requin. Et ici, les plongeurs qui sont dans la cage, pour qui j'ai un immense respect, ce sont mes camarades de l'équipe Cousteau, je vous garantis que c'était des vrais durs, ce n'étaient pas des rigolos comme moi. C'était des vrais explorateurs. Ils n'avaient peur de rien. Et pourtant, le poids des Dents de la Mer, le poids de ce film était tel qu'on ne pouvait pas sortir de la cage et qu'on imaginait uniquement observer le requin derrière les barreaux d'une cage. Enfermez-moi dans une cage. Mettez-moi au milieu de votre ville. Demandez-moi, comment vit-on ici à Alger? Qu'est-ce qui se passe ici en Algérie? Je vous répondrai, mais écoutez, c'est idiot ce que vous me demandez. Vous m'avez enfermé dans une cage, je ne peux rien voir, je ne peux pas me déplacer. Et vous en conviendrez, c'est idiot.
C'était idiot. Eh bien, c'est exactement ce qu'on faisait avec le requin blanc. On s'enfermait dans une cage, et après on se mêlait de raconter la vie du requin blanc. C'était idiot. Et pourtant, pendant des années, des gens ont traîné des appâts vers la cage, ont vu des gueules ouvertes, ont raconté que les requins mordaient la cage. Bref, on a bâti toute une vie à un requin qu'on n'était jamais allé rencontrer. C'était trop. C'était trop. Et j'avais même déjà vécu cette histoire lorsque j'étais sur la Calypso avec le commandant Cousteau. Avec mon ami Albert Falco, on était en Australie avec Véronique, nous étions en Australie, nous avions préparé l'expédition de la Calypso. Et là-bas, c'est pas tant les requins qui faisaient peur. Parce qu'on disait même, avec les requins, vous en sortirez toujours. C'était le grand crocodile de mer. Il existe un crocodile, plus gros que le crocodile africain, Crocodilus niloticus, qui s'appelle Crocodilus porosus, qui traverse les bras de mer, qui nage d'Australie jusqu'en Papouasie, qui va jusque dans les îles Salomon, qui est monstrueux. Et lorsque je préparais l'expédition, je me disais, mais formidable, on va aller voir le crocodile de mer. Et j'ai demandé à tout le monde, aux rangers, aux aborigènes, bref, qui m'ont tous dit, mais vous êtes fous! Vous êtes fous, si vous allez les rencontrer, ils vont vous dévorer. Mais toujours la même question. Ah bon? Mais moi je suis un scientifique. Sur quelle expérience de terrain vous vous appuyez? Est-ce que vous êtes allé voir? Est-ce que vous avez rencontré le crocodile? Oh. Et la réponse était toujours la même. Oh, vous n'imaginez pas. Si nous allons les voir, nous serons dévorés. Bien, avec mon ami Michel Deloire, nous sommes restés 1h30 avec ce grand crocodile de mer. C'était en 86, c'était la première fois. J'ai eu la chance de m'approcher si près que ce crocodile m'a accepté. Et comme à l'époque nous n'avions pas tout à fait les mêmes connaissances qu'aujourd'hui, le même respect qu'aujourd'hui, je me suis permis de le caresser. On a filmé tout ça, on a fait un film, on l'a partagé pour dire attention, attention, avant de parler, allez rencontrer. C'est important d'aller rencontrer. Ça change toujours tout. On parle des gens, on ne va pas les rencontrer, on raconte des histoires sur eux. Non, allez rencontrer. Bref, je me suis surtout dit, pour bien connaître, et le requin blanc est de cela, il faut aller le voir chez lui, sur son terrain. Voilà pourquoi, quelques années plus tard, je me suis retrouvé ici, en Afrique du Sud, avec toute une équipe. Pourquoi en Afrique du Sud? Parce qu'en Afrique du Sud, du côté de la pointe du Cap de Bonne-Espérance, de Cape Point, les deux océans, Indien d'un côté et Atlantique de l'autre, se rejoignent et s'affrontent. Et puis du sud remonte un courant froid extrêmement riche qui amène des éléments nutritifs qui permettent au plancton de se développer, qui permettent aux sardines de se multiplier par milliers. Les sardines attirent à leur tour des lions de mer et des grands poissons qui sont la proie des prédateurs. Une pyramide de richesse et au sommet, le grand requin blanc. C'est probablement l'endroit au monde où il y a le plus de grands requins blancs. Et il y avait, à l'époque, dans cet endroit-là, aussi, un homme un peu extraordinaire. C'est important d'en parler parce que lui aussi a changé l'histoire du grand requin blanc, qui était un pêcheur, mais un pêcheur sous-marin. Il allait chasser son poisson à la nage, il le ramenait, il le vendait le matin sur le marché. Et évidemment, il allait chasser là où il y avait des requins blancs, mais il en voyait rarement. Et puis de toute façon, il ne connaissait pas les dents de la mer. Et c'est important ce que je dis. C'est parce qu'il ne le connaissait pas qu'il allait lui plonger sur le territoire du Grand Blanc. Pas d'idée reçue. L'expérience. Et donc, André va pêcher son poisson. Mais ce jour-là, il garde le poisson à la ceinture, le poisson se débat, le poisson saigne beaucoup, et un grand requin commence à le suivre. Le grand requin le suit, il remonte sur son bateau, et là, pas comme d'habitude, le requin sort la tête hors de l'eau et va pour mordre le moteur. André a une réaction stupide. Il va pousser brutalement le requin sur le nez avec sa main. Comme ça. Et là, surprise là encore, pendant quelques secondes, le requin va rester
Extatique. Que se passe-t-il? On le sait aujourd'hui, mais lui, il est stupéfait. Dans le film de Spielberg, Les Dents de la Mer, le requin aurait mangé le moteur de bateau et André. Ici, le requin était presque en adoration. On sait aujourd'hui que lorsqu'on caresse le museau du requin, qui est très innervé parce qu'il a des tas de cellules ici, sensorielles, eh bien tous ces sens en même temps lui font tourner la tête. Et donc André recommence l'affaire et dit c'est pas possible, il faut que je le fasse savoir. Donc nous étions en contact et quelques journées après, nous nous sommes retrouvés en Afrique du Sud, à ses côtés, avec toute une équipe, pour essayer, pour la première fois au monde, pour la première fois dans l'histoire, de plonger librement, sans cage, sans rien, avec le grand requin blanc, pour essayer enfin d'aller lui dire bonjour, d'aller le connaître. Et dans cet endroit où il y a des requins partout, nous nous mettons à l'eau. L'eau est froide, on va rester longtemps, la journée est belle, les requins sont là, on en est sûr, on se met à l'eau, on reste dans l'eau, on reste dans l'eau. Au bout de 3 heures, plus d'air. Au bout de 3 heures, 0 requin. Dans l'endroit où il y a le plus de requins blancs au monde, dans l'endroit où il y a le plus de dents de la mer, les requins ne s'intéressent pas à 6 plongeurs, tout nus, tout seuls. Non, les requins sont trop timides, les requins sont trop méfiants. Et la moindre chose un peu différente les met en garde et ils se méfient. C'est pour ça qu'ils ne nous ont pas approchés. Et nous ne le savions pas. Deuxième journée, nous nous mettons à l'eau. 3 heures dans l'eau, très froide. Et les requins ne sont pas venus. Déjà, nous commençons à nous dire, oula, ça change des histoires qu'on nous racontait. Parce que dans les histoires qu'on nous racontait, il y a longtemps qu'on aurait été dévorés. Et pour le coup, non. C'est nous qui faisions peur aux requins. Donc, nous avons décidé, pour avoir ces requins, de les attirer. Sans cela, nous n'aurions rien ramené comme image. Nous avons attiré ces requins, non pas en les nourrissant, on ne nourrit pas les requins pour qu'il n'y ait pas d'habitude, mais nous les avons attirés, et c'est probablement ce que nous ferons ensemble si nous travaillons ici, parce que sinon nous n'en verrons pas. Nous les avons attirés avec de l'auteur. Vous pêcheurs, on ne vous apprend rien, vous savez ça bien mieux que nous, mais nous plongeurs, nous ne le savions pas, du broyat de poisson, et tout cela mis dans l'eau, attire le requin affamé, parce que les requins ont toujours faim, et il va remonter le cône d'odeur jusqu'à sa source, et c'est là que nous l'attendons, et c'est là que vous allez voir, nous les avons racontés pour la première fois au monde. Alors c'est une vidéo, vous verrez, un petit peu ancienne, pas toujours de très bonne qualité, elle a été faite il y a plus de 15 ans maintenant, mais c'était la première. Nous avions décidé, parce que personne ne savait ce qui allait se passer, personne ne pouvait nous donner de conseils, puisque personne n'avait essayé, de prendre quand même avec nous des bâtons de ski, hein, on avait enlevé la pointe, pour, si les requins devenaient un petit peu trop oppressants, les repousser. Et moi, en plus d'être chef d'expédition, j'avais la charge de protéger tous mes camarades. Photographe, caméraman, éclairagiste, vous vous imaginez sous l'eau avec mon petit bâton repousser des requins. À l'époque, on y a cru. Mais au moins, c'était une manière de nous rassurer un petit peu. Parce qu'encore une fois, c'est pas comme aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, on sait qu'on plonge avec des requins. Mais à l'époque, quand c'est la première fois que vous passez la porte, je vous garantis que ça fait une autre impression. Et donc, au lieu d'avoir une eau très claire comme on l'avait eu les autres jours, l'eau laiteuse nous permet à peine de distinguer la silhouette du requin. Et il arrive. Au requin, quand même. Au requin. 4 mètres, 4 mètres 50. Et je vois que même André Hartmann, qui avait l'habitude de nager là, à cause toujours de ses idées reçues, reste sur le fond. Quelques réactions parfois un peu stupides. Mais le requin, j'insiste là-dessus, le requin, il n'a jamais vu l'homme aussi. Hein. Il ne sait pas. Donc on ne sait pas. C'est la première fois qu'on se rencontre.
Le requin qui est attiré par les masses métalliques, la caméra, les phares, vient souvent dessus. Pourquoi les masses métalliques? Parce que les phénomènes d'hydrolyse et de catalyse font qu'il y a un microchamp électrique et ça mime le vivant pour les requins qui ont des cellules spécialisées dans cette sensibilité. Et donc, le requin approche, il vient voir et nous ne nous comprenons pas encore. Nous ne savons pas, nous plongeurs, lire le langage des requins. C'est la première fois. Mais nous faisons toutes les bêtises d'ailleurs, qui sont celles de la maladresse quand on rencontre pour la première fois quelqu'un et qu'on ne sait pas très bien comment lui dire bonjour. Et le requin aussi d'ailleurs. Et voilà, lui il tourne, il a senti l'odeur d'une proie, et à la place, il y a des plongeurs. Et donc, regardez par exemple, ça c'est Jean-Michel Cousteau qui est en bleu, il va reculer. Et quand on recule devant un prédateur, c'est qu'on lui laisse un petit peu l'impression qu'on a peur de lui et qu'on pourrait être intéressant. Donc c'est une grosse erreur. Bref, ici, la première plongée au monde avec les requins. Je vois dans la salle que vous avez un petit regard dubitatif. Oui, je crois qu'il y en a qui se disent « Ouh là là, M. Sarano est venu de France pour nous montrer un mauvais film. C'est pas très bien. C'est vrai que ce film est mauvais. C'est vrai que ce film est mauvais. Et ceux qui pensent ça ont raison, parce que je pense la même chose. Ce film, il est nul. Il est nul, parce qu'il ne montre pas l'harmonie entre les plongeurs et les requins. Il est de mauvaise qualité. Et avant, je ne le montrais pas. Avant, je ne le montrais pas, parce que je disais... si je montre ça, les gens ils vont passer qu'une seule chose. C'est dangereux d'aller voir les requins parce qu'on doit y piquer dedans, on doit les repousser, ils ont l'air agressifs. Et c'est vrai, c'est ce que montre ce film. Heureusement, vous allez voir, les choses se sont bien améliorées. Mais ce film a ceci d'intéressant. Et j'invite à tous à penser à ça. C'est que ce film-là, cette plongée-là, cette première plongée, c'est celle qui a ouvert la porte de la rencontre. C'est celle qui a dit c'est possible. C'est celle qui a dit ne vous fiez pas à ce qu'on dit, oui, on peut aller rencontrer le Grand Blanc. C'est celle qui tout d'un coup a fait passer de l'interdit à tous les possibles, à la recherche, à la connaissance. C'est celle qui a dit maintenant les tabous sont tombés, nous allons enfin pouvoir nous rencontrer. Voilà en quoi elle est importante. C'est vrai qu'elle n'est pas belle, c'est vrai qu'elle ne montre pas d'harmonie, c'est vrai qu'elle ne change pas tellement l'image du requin blanc, mais au moins, elle nous a ouvert des portes. Voilà pourquoi je la montre, voilà pourquoi je l'aime. Et maintenant, avant de passer à la Méditerranée, je voudrais vous montrer une autre image de ce requin blanc, qui n'a plus rien à voir avec celle que je vous ai montrée. Et c'est bien de l'harmonie, je parle du mot harmonie, entre l'homme, le plongeur, vous peut-être demain, et ces animaux sauvages calomniés et méconnus. Ça s'est passé beaucoup plus tard, plus du tout au même endroit. Ça s'est passé au cours du tournage du film de Jacques Perrin et Jacques Cluzot, qui était le film Océan. Je vous montre les réalisateurs, parce que vous savez, quand on fait une expédition, quand on tourne un film, on parle rarement des organisateurs, on parle rarement des producteurs, de ceux qui financent le film, de ceux qui sont les partenaires du film, de ceux qui organisent le film, et pourtant, sans eux, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de film. Donc je voudrais vous présenter ceux qui ont un peu changé l'histoire. Jacques Perrin en jaune, qui est le réalisateur du film Océan, et Jacques Cluzot. Grâce à eux, nous nous sommes retrouvés une année de novembre 2006, près de cette petite île dans le Pacifique, l'île de Guadeloupe, au large du Mexique. Cette île est une île très particulière, elle a une histoire formidable, c'est une toute petite île, vous voyez, une île volcanique avec des flancs abrupts, autour de laquelle il y a énormément de requins blancs. Et l'histoire de cette île est intéressante parce que elle avait été, à la fin, au début du XXe siècle, totalement ravagée. Ravagée par la chasse. On a chassé toutes les otaries, tous les éléphants de mer, tout ce qu'il y avait dessus. Ravagée par une pêche excessive, il ne restait pas un thon autour. Il n'y avait plus rien. Et donc, pêcheurs et chasseurs ont abandonné le lieu. Le gouvernement
gouvernement mexicain, qui voulait faire un beau geste, a déclaré cette zone-là en réserve et a décidé d'y interdire que l'homme y revienne pour un certain temps. Et l'île a été oubliée, complètement. C'est aujourd'hui l'île la plus riche de toute la région Est-Pacifique. La plus riche à terre et en mer. On y voit la plus grande colonie de tout le Pacifique, la plus grande colonie d'éléphants de mer, qui sont des gros consommateurs de calmars et de poissons. On y voit surtout autour de ces colonies d'éléphants de mer beaucoup de poissons. Et ces animaux sont énormes. Vous voyez le gros mâle qui a là, qui a cette tombe, il fait plus d'1,5 tonne. Voici une famille. Le mâle au fond, la mère avec un tout petit, et devant 2 petites otaries qui sont elles aussi familières maintenant de ce lieu-là. Ce sont des prédateurs. Pour qu'ils soient là, il faut que l'écosystème soit rudement riche. Et autour donc de cette population d'éléphants de mer, de tous ces poissons, de ces thons qui sont la plénitude des eaux, eh bien il y a beaucoup de requins et des gros requins blancs. Mais aujourd'hui, cette zone très riche, les pêcheurs sont autorisés à l'exploiter durablement. Il y a donc toute une communauté de pêcheurs qui est revenue travailler dans l'île et qui pour rien au monde, je vous garantis rien au monde, ne voudrait voir disparaître les requins blancs ou ne voudrait que cette île ne soit plus une réserve naturelle, parce que eux, leur richesse aux pêcheurs est assurée grâce à cette préservation et à cette pêche durable. Ils en profitent toute l'année, depuis des années. Donc une île entourée de très grands requins. C'est probablement là où on peut voir les plus gros requins blancs au monde. Et c'est cet endroit-là que nous avons choisi pour filmer le requin. Autre chose qui caractérise cette zone-là, grande profondeur, abrupte. Donc, pour nous plongeurs, c'est un rêve, on est dans le bleu. Vous voyez, il n'y a pas de fond, on n'a pas de rochers, on n'a pas d'algues. On est comme des spationautes dans l'espace. Et là, tout d'un coup, on va attendre celui dont on rêve et qui, j'espère, demain, lui aussi sera dans vos rêves. C'est le grand requin blanc. Et autre chose de caractéristique, ces grands requins qui mangent des éléphants de mer qui font 1,5 tonne, ils sont très gros. Et c'est ça que nous voulions. Donc, nous nous retrouvons à Guadeloupe. Nous avons décidé avec Jacques Perrin que ce coup-ci, nous ramènerions des images d'harmonie entre cet animal trop redouté et nous les hommes. Et pour cela, nous avons décidé que je n'irai dans l'eau avec même pas un bâton, rien du tout. Seul, j'avais, vous voyez cette plaquette blanche que je tiens à la main là, c'est une ardoise de plongée en plastique, et on écrit sur cette ardoise avec un crayon gras pour prendre des notes ou faire des dessins. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on se dit que si je dois dessiner, ça prend du temps. Ça veut dire que je dois écouter, je dois regarder, je dois être attentif à celui que je vais rencontrer, le requin blanc. Et donc ça permet une relation plus attentive et respectueuse de l'animal. Et autre chose, nous avons beaucoup réfléchi à ça, quelle que soit la proximité qu'il y aurait avec le requin, quelle que soit cette proximité, jamais, ni moi ni mes camarades, nous ne caresserions le requin et nous ne nous accrocherions au requin. Pourquoi ça? Par respect. Ce requin-là, il est intéressant parce qu'il est sauvage. Ce qui caractérise cette vie-là, c'est qu'elle nous échappe, c'est qu'elle est indomptée, c'est qu'elle est libre, que nous n'avons pas main mise sur elle. C'est ça qui est rare. Tout le reste du monde, nous avons main mise dessus. Nous n'arrêtons pas, nous les hommes, de nous approprier les choses. C'est bien, c'est normal. Il faut que nous contrôlions une partie de notre monde. Mais si nous contrôlions tout le monde, alors il serait terriblement ennuyeux et triste. C'est parce qu'il y a une part de choses qui nous échappent que ce monde est riche. Donc il faut le laisser comme ça, ne pas se l'approprier, garder une place réservée à cette vie sauvage qui, entre parenthèses, est nécessaire
à la survie de la planète. Cette diversité biologique qui s'est faite depuis des milliards d'années, elle s'est faite parce que nous ne la contrôlions pas. Donc laissons-la libre de continuer pour que la planète vive longtemps pour nos enfants, et une planète riche. C'est pour ça, encore une fois, que j'insiste sur le symbole. Pas de caresse, pas d'accrochage, parce que je ne peux pas ramener ce Seigneur libre à un jouet, ce serait catastrophique, qui m'appartient. Voilà donc, maintenant, cette plongée, on est beaucoup plus tard, je suis allé maintes et maintes fois en Afrique du Sud replonger avec des requins. Toujours les mêmes conditions, je le rappelle, en équipe, en équipe, en équipe. On n'est pas seul sous l'eau. Et surtout, nous sommes obligés d'attirer les requins avec de l'odeur. Donc les requins sont affamés. Et je vous garantis que les requins qui viennent, ils ont faim. Ils ont senti l'odeur, ils savent qu'il y a une proie quelque part, mais évidemment ils ne la trouvent pas puisqu'il n'y a rien, il n'y a que de l'odeur. Et ils nous rencontrent à la place. Voilà. Le requin est attiré. C'est plus tout à fait la même taille que celui que vous avez vu tout à l'heure en Afrique du Sud. Tout à l'heure, c'était 4,50 m, je dirais 700-800 kg. Celui-ci, c'est 5,50 m, 1,5 tonne. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros. Et il vient parce qu'il est attiré. Il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, il y en a eu au total, au cours de cette expédition, 23 grands requins différents qui nous permettent de raconter cette petite histoire où j'essaye d'approcher respectueusement, et j'insiste sur ce mot, avec respect, cet animal. Au début, là encore, on ne sait pas très bien comment l'approcher. Et la moindre réaction, vous allez voir, j'essaye de me tourner vers lui, va l'intimider. Et il ne se laisse pas facilement approcher. Je vais essayer aussi, à un moment donné, de faire comme André Hartmann le faisait, de m'approcher de lui, de passer sous son ventre, de le caresser sous le museau. Malheureusement, vous allez voir, ça n'a pas très bien marché. Hop, il a un peu mordu la tablette, ça ne lui a pas plu. Donc je me dis, comment faire? Comment faire pour que ce requin, ou ces requins, puisque ça a été tourné évidemment avec plusieurs requins, m'acceptent. Là, j'essaye de l'approcher, et puis tout d'un coup, vous voyez, je fais quelques bulles, et hop, je lui fais peur. Et on a cherché avec mes camarades pendant des heures et des heures et des heures, et chaque fois on disait, mais comment faire? Et puis, ce sont les requins qui ont décidé. Un jour, c'était l'avant-dernier jour, une énorme femelle, beaucoup plus grosse que toutes les autres, pendant quelques secondes, quelques minutes, a accepté que je vienne quasiment me poser sur sa nageoire, que je vienne la regarder, vous allez le voir, presque dans son œil. Voilà, vous vous rendez compte? Je peux rentrer complètement dans le requin. Et encore, avec les objectifs grand angulaires, j'apparais beaucoup plus gros que je ne suis en réalité. Et le requin m'accepte. Et quand le soir, on a regardé avec les réalisateurs, Jacques Perrin, Jacques Cluzot, ces images, on s'est dit, voilà, c'est ça, le vrai requin. C'est ça, les dents de la mer. C'est ça. Et je peux vous dire que quand on est posé sur la nageoire, quand on est à quelques centimètres du requin, on éprouve une paix immense. Comme quand, le soir, ou peut-être vous êtes face à la mer, face au soleil, aussi démesuré que le requin, et que vous vous dites, c'est beau, merci. Et bien là, c'est pareil. Une paix immense, une grande sérénité, un grand bonheur. Vous avez envie de dire merci à tout le monde, merci Jacques Perrin de m'avoir envoyé là. Et dans le même temps, vous vous dites, pourquoi est-ce que je suis tout seul à faire ça? Pourquoi est-ce que j'ai pas ici Véronique, mes deux filles, tous ces gens que j'aime? Je veux leur faire partager ça.
Je veux leur faire partager ce bonheur. Il ne doit pas être qu'à moi. Il est à tout le monde. Ça vous donne une envie incroyable de venir vous raconter ces histoires-là. Il ne faut pas qu'on prive nos enfants de cette richesse. Il ne faut pas que vous soyez privés de cette richesse. Peut-être pas avec le requin blanc. Mais le requin blanc, encore une fois, ce n'est qu'un symbole. C'est le symbole de cette vie sauvage, encore une fois, que parce que nous vivons dans les villes, nous ne connaissons plus. Et regardez quand tout d'un coup, un animal indompté, libre, vient à vos côtés. C'est quelque chose qui vous touche. Quand en plus, c'est le plus redouté d'entre eux, alors ça vous bouleverse pour toujours. Et vous avez envie que chacun puisse vivre ça. Qu'est-ce que vous raconte encore ce grand requin blanc? Il nous raconte encore une fois que il n'y a que la rencontre qui compte. Que la rencontre. C'est elle qui brise tous les malentendus. C'est elle qui permet à chacun de se comprendre. C'est valable pour les requins, c'est valable pour nous, c'est valable pour tout. C'est quelque chose qui est le plus grand enseignement peut-être de ça. Quel malentendu il y avait avec ce requin blanc, dont on a eu peur, qu'on a calomnié, qu'on a voulu tuer. Et la rencontre a tout changé. Voilà pourquoi il est essentiel d'aller voir. Après ça, vous allez me dire, bon, c'est intéressant tout ce que vous dites, mais qu'est-ce qu'on apprend en allant au contact? Parce qu'en définitive, l'objet de cette étude que nous allons faire, c'est pas simplement de dire que les requins sont une richesse, c'est pas simplement de dire qu'en les préservant, on va préserver l'écosystème et que tout le monde, même pêcheurs et nous en bénéficierons. C'est aussi de dire, on va en savoir plus sur la connaissance biologique des animaux. Alors on apprend quoi quand on est au contact? On apprend d'abord à le lire, à comprendre son langage. Quand on va voir quelqu'un, on essaye de comprendre son langage. C'est essentiel, si on veut tout d'un coup pouvoir échanger, raconter comment sont nos vies. Et bien le requin blanc, il parle avec ses nageoires, avec son corps. Et que dit-il? Par exemple, celui-ci, imaginez-vous, fermez les yeux. Vous êtes, il fait chaud, c'est midi, vous êtes suspendu dans l'eau bleue, tous les rayons du soleil convergent vers le centre de l'océan, vers la profondeur. Il y a 100 mètres de fond, c'est que bleu. Et tout d'un coup, dans ce point lumineux, il y a une ligne qui commence à tourner. Vous ne savez pas très bien ce que c'est, mais tout d'un coup, cette ligne, elle commence à prendre des nageoires, elle commence à prendre des muscles, et tout d'un coup, elle devient un requin. Et elle monte à pleine vitesse sur vous, avec les nageoires baissées comme ça. Ça, quand vous ne savez pas, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Là, ça veut dire très simplement, dis donc, toi là-haut, plongeur, j'ai senti l'odeur d'une proie, elle est à moi. Alors si tu veux bien, va voir plus loin, cette proie, je la veux pour moi. Cela veut dire que le requin ne nous considère pas, nous humains, comme une proie. Si nous considérions comme une proie, il y a longtemps, d'abord je ne serais plus là, et il y aurait des dizaines d'accidents tous les jours. Non, il nous considère comme un concurrent. Comme un concurrent qui lui aussi a peut-être senti l'odeur et qui pourrait le priver de sa proie. Donc, il essaye de m'intimider. Et si le mouvement des nageoires ne suffit pas, comme celui-ci qui n'est pas content du tout, alors il peut faire des comportements de contorsion encore plus marqués, comme ce que vous voyez là. Et son énervement est tel qu'il en défecte d'ailleurs. Et ce comportement, c'est la première fois au monde qu'on l'a filmé, alors qu'il avait été décrit par des scientifiques 30 ans auparavant sur des petits requins gris. Voilà. Qu'est-ce qu'on apprend encore en dehors de ces comportements? Voilà ce que je dessine après sur la tablette en plastique dont je parlais tout à l'heure, qui permet après de bien se souvenir, parce que vous savez, on voit beaucoup de choses, il y a beaucoup d'émotions dans une plongée, donc si on ne prend pas des notes, on ne se souvient de rien après. Eh bien, ce qu'on peut faire aussi, c'est, et ça c'est très intéressant, de reconnaître les individus. Alors d'abord, comme le disait le professeur Hamda tout à l'heure, on peut reconnaître les mâles des femelles. Vous voyez le requin qui est en premier plan, au niveau des nageoires pelviennes, à l'arrière, il y a ces fameux organes sexuels, les petits rigopodes, qui permettent de reconnaître le mâle de la femelle qui est derrière. On apprend aussi que les requins blancs, qui sont des solitaires, ne nagent jamais côte à côte. Ils se méfient toujours les uns des autres, et quand vous en avez plusieurs, comme sur cette photo, ils se croisent toujours en se surveillant. On apprend aussi à reconnaître les individus un par un. C'est pas simplement toute la population de requins blancs, c'est pas tous les Français, non. C'est Véronique, c'est François, parce qu'on peut les reconnaître grâce
au dessin de leur robe. Et en particulier, la partie au niveau de la nageoire pelvienne, vous allez voir ici le détail, de deux requins très différents. La robe du premier ne va pas rejoindre la tache noire qui est sur la nageoire pelvienne, et alors que la robe du second, elle, rejoint la tache noire. Et puis des petites taches blanches sur la nageoire caudale, et puis d'autres indices, permettent de reconnaître chacun des individus. Et quand on connaît chacun, on peut raconter son histoire. On sait où il va, quand il le fait, avec qui il est, s'il est parti pour longtemps, s'il revient. Et ça permet de rentrer dans l'intimité des comportements. Et ainsi, on peut mieux approcher ces animaux. Voilà quelques notes que je prends avec mon carnet. Et maintenant, je vais vous montrer autre chose. Qu'on ne peut pas savoir si on ne va pas à la rencontre là encore. Je suis revenu en Afrique du Sud. Et il y a là-bas une population de petits manchots, une sorte de pingouins. Très petits, hein, ils font 40 cm, pas plus. Tout fragiles. Et ces oiseaux vivent évidemment sur le territoire du Grand Blanc. Voilà quelques-uns. Et je vais vous montrer une petite vidéo qui va être terrible. Voilà un petit manchot qui se met à l'eau. Hop, pour aller pêcher de la sardine. Et le petit manchot qui se met à l'eau pour pêcher de la sardine n'a pas vu le grand requin blanc qui arrive juste derrière. Le grand requin blanc est probablement affamé, comme ils le sont tout le temps. Et il va faire, vous allez le voir, un très grand tour. Ce très grand tour va faire arriver le requin. Vous voyez le pingouin qui est au centre de l'image, vous voyez le requin qui arrive tout dessus, et tout d'un coup l'attaque est d'une violence inouïe. Le pingouin attaque le requin, lui donne un coup de bec, et le met en déroute. Voilà la réalité. Ce n'est pas les dents de la mer, c'est le bec de la mer. Le vrai danger ne vient pas de qui on croit. Cette histoire-là, en dehors du fait qu'elle est un petit peu amusante, elle dit encore une fois deux choses. Si vous n'êtes pas allé rencontrer le requin blanc, vous ne pouvez vraiment pas vous douter de ça. Et la deuxième chose qu'elle dit, c'est qu'on est loin de la légende des dents de la mer, de cet animal féroce, sanguinaire qui détruit tout. La réalité, c'est ce que vous venez de voir. Ce petit manchot qui peut mettre en déroute un super requin, c'est surtout une possibilité formidable, gourmande, harmonieuse, de découvrir ce monde sauvage avec lui en harmonie. J'insiste sur un fait encore, avant de vous montrer 4 requins du bassin méditerranéen. Tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, ça a une valeur statistique. C'est une expérience de terrain qui s'est déroulée maintenant sur plus de 15 ans. Avec des dizaines et des dizaines de requins, blancs et autres, bien sûr, je vais vous en montrer. Par des dizaines d'amis à moi, plongeurs. Jamais, nous n'avons eu d'incident. Ici, il y avait mon ami Pascal Cobet, mon ami David Recher. Tous ces plongeurs qui ont eu la chance de plonger avec le grand requin blanc étaient à ma place ici. D'abord, ils auraient fait des plus belles histoires encore. Et ils vous auraient dit une chose. Si vous savez nager, venez avec moi. Je vous apprends à plonger et venez vivre le même bonheur. J'insiste, l'expérience, le scientifique, il privilégie toujours l'expérience qui conforte une hypothèse de travail à une rumeur qui ne s'appuie sur rien. Les dents de la mer, c'est une rumeur qui ne s'appuie sur rien. C'est une expérience de terrain. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle commence à avoir une vraie valeur. Maintenant, qui espérons-nous rencontrer dans ce grand bassin méditerranéen ou sur les côtes algériennes? Tout à l'heure, le professeur Hamda vous a parlé du requin grisé. Le voilà. Le voilà, ce requin grisé que j'ai eu la chance de rencontrer pas très loin d'ici au cours d'une
plonger de nuit dans le détroit de Messine, entre Sicile et Italie. Les courants y sont très forts, et ces requins qui vivent dans les grandes profondeurs remontent de 600, 700 mètres de profondeur jusque dans une zone accessible en plongée. Et là, tout d'un coup, vous pouvez avoir une chance inouïe de rencontrer ces requins qui font 600, 700 kilos. Regardez un petit peu cette bête extraordinaire. Là aussi, malheureusement un peu effrayés par nos lampes, ce sont des requins qui vivent normalement dans l'obscurité. Regardez cette caractéristique déjà mentionnée tout à l'heure, pas de nageoire dorsale sur l'avant, mais une seule petite nageoire dorsale sur l'arrière. Et bien sûr, ce qui les caractérise, 6 fentes branchiales, contrairement aux requins, j'allais dire les plus nombreux traditionnels, qui en ont que 5. Voilà donc ce requin grisé, que vous pêchez, je crois, assez régulièrement, que nous espérons rencontrer, je l'espère, dans quelques mois ensemble, pour essayer de mieux comprendre sa vie, pour savoir où il va se reproduire, qui il est, de quoi il se nourrit, s'il est possible de l'exploiter un peu, durablement. En tout cas, nous ne pourrons répondre à ces questions que si nous allons l'étudier sur le terrain. Après ça, nous pourrons voir peut-être ce requin féroce, déjà décrit tout à l'heure. Je pense assez rare ici dans le bassin méditerranéen, on le signale plutôt du côté du Liban. Et bien sûr, le requin bleu, qui est un des requins les plus extraordinaires à voir en plongée, parce qu'il est d'une souplesse incroyable. Et cette souplesse lui donne une agilité un peu reptilienne. Et il vous approche, il vous tourne autour, il est curieux, il a un énorme œil, comme ça, et cet œil, il vous fixe, il vous regarde, il est extraordinaire c'est la vie. C'est contrairement aux autres requins qui sont un petit peu plateaux et rigides, lui, c'est le requin vivant. Il y a évidemment, malheureusement, j'en parle parce que ça c'est une photo que j'ai prise dans les années 80 en France, où il y avait encore beaucoup de requins bleus. C'était un requin très abondant. Et le dimanche, les gens allaient pêcher le requin à la canne. On n'en a plus vu un depuis 4 ans, 5 ans. Impossible. Il n'y en a plus. Nous étions riches, nous sommes pauvres. C'est ça qui est terrible. En quoi une mer vide est un progrès, c'est pas un progrès? Oui, c'est bien de pêcher le requin, de les exploiter. Mais si c'est pour exterminer et que tout le monde en soit privé, ça n'a aucun intérêt. Donc, ce qu'il est important d'apporter, c'est une connaissance suffisante pour que nous puissions encore une fois n'utiliser que ce qui est possible, que ce que la mer peut nous donner. C'est la mer qui décide. Et il ne faut pas lui en demander plus, parce que demander plus, c'est la fin de tout. Alors, qui rencontre-t-on encore dans cette Méditerranée? Eh bien, requin mako, le voilà, assez différent du requin bleu, parce qu'il est très nerveux. Alors lui, c'est un requin qui, au lieu d'être souple, il est rigide et il vient vers vous comme ça, en saccade. Je vais vous montrer une vidéo. Alors, ces requins-là, que nous pourrons voir, il y en a bien d'autres qui ont été... voilà, le requin mako, nous voici. Voilà la vidéo d'un requin mako qui nage sous l'eau. Vous allez voir, c'est plus du tout le requin bleu qui est extrêmement souple. Et alors, c'est un requin, là, assez timide. Il se trouve que nous avons fait une campagne préparatoire l'année dernière en Tunisie, et c'est un des rares requins que nous avons vus, donc nous avons bon espoir d'en voir ici, qui est plus riche quand même. Et là-bas où la pêche est assez intense. Voilà donc ce fameux requin. Encore un requin dont a parlé le professeur, le requin pèlerin. Assez rare en Méditerranée, et si nous avons la chance d'en voir, ce sera là encore une vraie première. Voilà, ces images n'ont pas été faites en Méditerranée, hein. Elles ont été faites sur les côtes atlantiques, entre l'Angleterre et la côte française. Et voilà les requins pèlerins qui donc se nourrissent en ouvrant largement la gueule et en ingérant tout ce qu'il y a et qui flotte dans l'eau. Alors inutile de dire que quand dans l'eau flottent aussi des plastiques, tout rentre. Et au bout d'un certain temps, malheureusement, les plastiques ne se digèrent pas. Occlusion intestinale, et
mort des requins. Les plus fragiles sont aussi les petits, qui se nourrissent de la même manière, et qui donc très rapidement voient leur capacité de digestion et de survie donc mise à mal. Enfin, je vais vous montrer deux requins que nous avons déjà... Avant, je vais vous montrer quand même le fameux requin baleine, qui est un requin énorme, que nous ne rencontrerons pas en Méditerranée, mais qui est le cousin, j'allais dire, des eaux chaudes, des eaux tropicales, du fameux cousin de requin pèlerin que je viens de vous montrer, qui est un requin qui peut atteindre une quinzaine de mètres. Certains pêcheurs disent en avoir pris de 18 mètres, c'est peut-être vrai, c'est probablement vrai, parce qu'encore une fois, les pêcheurs connaissent mieux la mer que nous tous, mais il se trouve que pour atteindre des tailles comme ça, il faut les laisser vivre très longtemps, et que la pêche, malheureusement, si elle est très régulière, empêche les animaux de devenir vieux. C'est comme une forêt qu'on exploite, hein. Si on veut avoir des oliviers ou des chênes centenaires, il faut leur laisser 100 ans. Si on les coupe tous les 10 ans, ben on n'en a jamais. Pour les poissons, c'est pareil. Si on veut des grands poissons âgés, ben il faut les laisser vivre pour ne pas les pêcher avant. Alors, qu'il y a encore le fameux requin cuivre. Le voici, ce requin cuivre, et que, professeur, vous avez rencontré donc ici en Méditerranée. Là, ce n'est pas en Méditerranée que j'ai fait ces images, c'est en Afrique du Sud. C'est un endroit qui est particulier parce que c'est un écosystème l'un des plus riches au monde. Non pas qu'il soit plus riche naturellement qu'ici, mais c'est que la mer est très dure et qu'il n'y a pas de pêche. Voilà, je vais vous montrer ce que c'est que quelque chose d'originel, de naturel, ce qui devrait être la norme, même ici en Méditerranée. Il y a là-bas des milliards de sardines dans ce milieu très riche. Et sur ces sardines, viennent des, je dis bien, des dizaines de milliers de prédateurs, requins, dauphins, oiseaux. Et ces dizaines de milliers de prédateurs, qui mangent tous à leur faim, beaucoup, ne mettent jamais à mal le banc de sardines. Ici, il y a un petit isolat, mais sinon, chaque année, des milliards de sardines passent. Malgré ces prédateurs, qui ne prélèvent que d'ailleurs que pour vivre, eh bien, il y a toujours beaucoup. C'est une petite leçon qu'on devrait avoir. Ils ne prélèvent que ce que la mer peut donner. Nous devrions faire pareil. Oui, c'est normal que nous pêchions. Oui, c'est normal que nous mangeons. Mais sachons être aussi sages que les requins. Les requins sont-ils plus sages que nous? Certes pas. Certes pas. Alors, prenons un petit peu de réflexion pour dire une exploitation riche, c'est une exploitation qui dure longtemps. Voilà, et pour conclure, je vous montre une dernière espèce de requin que nous allons rencontrer ici en Méditerranée, qui est ce fameux requin, gris. Voilà. Qui est encore abondant, je crois, sur la région Sicile, Italie et Tunisie, où il est exploité régulièrement. Et je ne sais pas ici ce que nous allons découvrir. Peut-être que nous allons encore une fois vous offrir un trésor dans quelques mois en vous disant à quel point la région est riche et que peut-être d'ailleurs pourront se développer, et je serais content de ça, moi, des clubs de plongée qui pourraient dire à nous, Français, Allemands, Espagnols, disons, venez plonger chez nous, parce que chez nous, on a le dernier trésor de Méditerranée. Voilà. Voilà un petit peu nos espoirs. Quant au grand requin blanc, voilà un petit peu ce que nous avons découvert. Le plus grand requin blanc qui a été pris en Méditerranée, naturalisé, il est aujourd'hui dans un musée. Il a été pêché sur les côtes françaises. Et je préférerais, au lieu de le voir comme ceci, naturalisé, eh bien nous le voyons nager comme ceux que nous avons vus tout à l'heure. En tout cas, et ce sera au bout de la fin, ce que nous, l'association Longitude 180, en travaillant ensemble, voulons vous dire, c'est que si nous faisons cette recherche, c'est pour essayer de vous rendre votre trésor et que vos enfants et vous en profitiez. Ce n'est pas quelque chose pour nous, et si jamais c'était pour nous, ça n'a aucun intérêt. Si c'était pour que des guignols de plongeurs à nager avec des requins, ça n'a aucun intérêt. C'est parce que je vous assure
c'est notre patrimoine commun et qu'il est urgent aujourd'hui que nous en prenions soin. Merci.